Bienvenue pour cette deuxième conférence dans le cadre du FeedMed Riviera 2020. Une édition si particulière puisque nous avons décidé, évidemment, compte tenu de la situation sanitaire, de la transformer en événement digital il y a quelques jours. Donc, pardon à ceux qui s'étaient inscrits et qui souhaitaient venir. Alors, nous avons malgré tout avec nous quelques personnes qui ont tenu à nous accompagner, qui sont là ce soir en respectant les distances et les gestes barrières. Évidemment, nous avons beaucoup de prudence sur ces sujets-là. Alors, deuxième conférence de la soirée, après l'ouverture par Madame Brunto, Kevin Polizzi de notre FeedMed Riviera, Madame Brunto, vice-présidente de la région Sud, nous avons parlé avec Maître Béard et Monsieur Granero de l'impact de la crise sur nos contrats. Et nous allons maintenant aborder un plateau, une séquence de conférences tout à fait diverses. Nous allons parler de Family Office, d'un mouvement qui revient en quelque sorte sur le devant de la scène pour financer nos startups, c'est le crowd equity, le crowd investing. On va voir ce dont il s'agit. Et puis, Pierre Grandufy nous parlera de transformation digitale. Est-ce que nos invités sont en ligne? Est-ce que je les vois? Oui. Alors, c'est presque la parité, mais dans le bon sens. 3 dames. Merci, bonsoir d'être là. Alors, merci d'être là, pardon. Je vais vous présenter rapidement Madame Françoise Vial-Broco, en haut de l'écran. Bonsoir, merci d'être à nos côtés. Vous êtes déléguée régionale de l'Association française du Family Office. Vous êtes également senior advisor dans un multi-family office privé qui s'appelle FAIR, qui est à Paris et qui vous a délégué de porter son étendard. Bonsoir, Valéria Mazzucato, vous êtes là? Bonsoir Valéria. Bonsoir, vous êtes conseillère entreprise à la CCI de Nice-Côte d'Azur. Victoria Groc, vous êtes là également. Bonsoir d'être là ce soir. Merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes chargée de financement et d'investissement chez WeDoGo. WeDoGood, c'est une plateforme de crowd investing dont on va parler tout à l'heure. Pierre Grandufy, Pierre, bonsoir. Vous êtes, Pierre, le président de Tertium. Tertium, c'est un fonds d'investissement dont nous allons vous parler. Vous êtes un spécialiste également de transformation digitale, d'intelligence artificielle. Et puis, je vais oser le dire, vous êtes un romancier à succès. On va pouvoir bientôt lire votre second opus, me semble-t-il. Et Arnaud Delcas. Arnaud, bonsoir. Vous êtes en bas de notre écran. Vous êtes le dirigeant d'une société Ridigo. Ridigo, c'est une société de covoiturage un tout petit peu particulière. On va en parler tout à l'heure. Vous avez eu recours à la plateforme WeDoGood et au crowd investing. Alors, je voudrais commencer notre séquence par Madame Françoise Vial-Broco. Madame, bonsoir. Encore une fois, merci d'être à nos côtés. Vous êtes une habituée du FeedMed d'ailleurs, puisque vous êtes déjà intervenue à plusieurs reprises pour nous parler du Family Office. Alors le Family Office, qu'on confond souvent avec les entreprises familiales, le Family Business, n'est pas du tout la même chose. Je voudrais vous commencer par vous poser une question tout simple. Qu'est-ce que c'est que le Family Office, madame ? Oui, bonjour et merci de m'avoir invité à nouveau à participer au FeedMed. C'est toujours intéressant de pouvoir expliquer ce que c'est que le Family Office et particulièrement aux startups qui nous écoutent. Donc, le Family Office, c'est un métier de conseil. Qui va en fait et de prestations de services qui vont être dédiées à une famille ou à plusieurs familles dans l'objectif de pérenniser le patrimoine de la famille et même le capital humain et dans un objectif transgénérationnel. Donc c'est un métier de conseil, pas à court terme mais à moyen terme. Et donc plusieurs niveaux de conseil vont pouvoir se développer pour la famille ou les familles. Donc là, un conseil en investissement immobilier, un conseil en investissement financier, un conseil en private equity, donc c'est le sujet d'aujourd'hui, j'y reviendrai. Et puis des opérations et des aides dans la gouvernance d'entreprises familiales, plus important. Et puis on peut aider aussi l'entreprise dans des investissements philanthropiques, artistiques, dans la création de fondations, fonds de dotation, etc. Donc pour revenir au private equity, ce qui est intéressant, c'est ce que je dis à chaque FeedMed, et à chaque fois le baromètre AFO qui sort tous les ans avant le FeedMed de juillet, abonde dans le sens que les familles investissent de plus en plus en private equity. Donc le dernier baromètre donne des chiffres de 21% du patrimoine des familles investies en private equity, dont 13% en direct dans les entreprises, et le reste donc étant investi
Donc c'est une évolution. Je peux revenir au baromètre de 2017 où seulement 13% du patrimoine est investi dans des fonds et 8% en direct. Donc là, on assiste effectivement à une montée de croissance de l'investissement des familles dans le capital, dans le private equity. Alors, je comprends que les familles, les multi ou monofamily office. Alors, tout de suite, parlons-en. La différence avec un banquier privé, c'est que le banquier privé vend des produits. Le family office ne vend pas de produits, mais conseille. C'est bien ça? C'est ça, c'était vraiment le métier de family office, c'est un métier de prestation de service, un métier de conseil, un métier d'accompagnement, si vous voulez, de l'entreprise, enfin de la famille ou de plusieurs familles. Je dis toujours, et que c'est assez explicite, que le family office est un chef d'orchestre et il va s'entourer donc de conseils, donc de solistes. Hein. Il va choisir les meilleurs solistes pour jouer la partition que la famille doit et veut entendre. Donc en fait, le family office est complètement indépendant. Il ne gère pas, c'est pas un gestionnaire de patrimoine, et il est rémunéré en prestation de service, tout simplement D'accord. en fonction d'heures passées ou de pourcentage de patrimoine surveillé. Et donc, le mouvement que vous nous indiquez, c'est que plus de 20% du patrimoine des family office est allé alimenter le private equity de nos entreprises aujourd'hui. C'est un vrai mouvement de fond qui s'accroît. Exactement, donc parce que je vous ai donc fait le parallèle avec 2017, c'est un mouvement de fond qui s'accroît. Alors de quelle façon les familles vont investir? Bon, il y a deux catégories de family office. Il y a les monofamily office, donc qui sont dédiés à une seule famille. En général, donc si la famille a créé ou a un monofamily office, c'est que son patrimoine est relativement élevé. Et donc ces familles, donc bon, en ce qui concerne le private equity, pour beaucoup, ont créé leur propre fonds. Donc des fonds dans lesquels elles vont investir dans des entreprises avec divers niveaux, start-up, capital développement, etc. Donc, par exemple, je peux vous citer le fonds de Jean-Michel Aulas. Excusez-moi, Francis, parler de l'OL, hein, le fonds de Nous Holnest. ne sommes pas à Marseille, donc je vous autorise à le faire. Voilà, le fonds de Jean-Michel Aulas, donc qui est en fait un club, mais qui réunit plusieurs familles qui investissent ensemble dans des entreprises. Le fonds La Famille d'Entresang, que je cite toujours parce que c'est un fonds intéressant qui s'appelle Achinov et qui investit vraiment dans des startups, même dans des projets, mais dans le B2B technologie numérique uniquement. Voilà, vous avez plusieurs fonds. Le fonds Tétis que je cite aussi parce que il est très important. Il investit de plus en plus dans le private equity, enfin, il investit dans le private equity et de plus en plus dans des petites entreprises. Bon, il investit par exemple dans Provéfarm. Je ne sais pas quels sont les investissements qu'il a fait en région dans les Alpes-Maritimes. Voilà, donc toute une série de fonds. Et puis vous avez à côté de ça des fonds, d'autres fonds d'entrepreneurs, comme le fonds de Tertium. Donc je laisserai Pierre Van Buffet parler de son fonds, puisque en fait c'est un fonds d'entrepreneurs qui va en fait fédérer plusieurs entrepreneurs et familles qui vont investir ensemble dans un fonds. Et puis autre façon d'investir, c'est d'investir en direct dans le capital des entreprises. Alors les multifamily office. Donc on se rôle parfois d'accompagner l'investissement de plusieurs familles dans l'investissement en direct dans une entreprise. Alors les secteurs d'activité vont être choisis en fonction de l'appétence, de l'envie de la famille. Bon, je peux vous citer une famille dans un multifamily office qui n'est pas celui que je représente, qui investit uniquement dans la biotechnologie. Donc voilà, à des niveaux différents. Donc le family office pour lequel je travaille, que je représente dans la région, investit beaucoup pour ces familles en private equity, en mettant un accent sur la gouvernance, sur l'impact, sur des valeurs humaines en fait qu'ils vont retrouver dans les sociétés dans lesquelles ils vont accompagner des familles pour investir. Donc c'est important, c'est un point qui est très important et qu'on retrouve aussi dans d'autres family office, c'est regarder tout le côté humain et gouvernance. Donc c'est important pour les startups qui nous écoutent effectivement de faire attention. Je pense que je n'ai pas besoin de le dire, mais en tout cas à la gouvernance. Donc on va chercher des impacts positifs, en disant que c'est l'humain qui fait la différence, etc. Ok, alors justement, vous parliez des startups. Françoise, pour conclure cette première séquence, si je suis un start-upper de Sophia, que je vous écoute, comment je peux entrer en relation avec un family office ?
Alors, c'est vrai que le lien est pas évident. Donc, il y a l'association française du Family Office qui représente tous les mono office et les prestataires, en fait, les conseils de Family Office qui existent. Moi, je représente dans la région, donc je peux récupérer certains dossiers et puis en fonction, je vais les envoyer à certains multifamily office avec lesquels je travaille. Moi, je suis à l'écoute effectivement sur certains dossiers parce que je suis également membre du conseil d'administration d'un Mono Family Office, enfin d'un fonds créé par un Mono Family Office qui s'appelle Sophie West. C'est la famille Hutin qui détient le groupe West France, donc a créé un fonds de à peu près 150 millions d'euros, qui investit soit en direct, beaucoup en technologie, dans les sociétés qu'on impacte aussi, et puis également dans les fonds. Très bien. Donc, Et puis avoir effectivement cherché sur les sites internet effectivement toutes ces familles que j'ai présentées et sur lesquelles je pourrais donner des informations. très bien. Donc, on pourra faire le lien, si vous nous y autorisez, entre les start-upers qui le souhaitent et vous-même et l'écosystème du Family Office. D'ailleurs, pour parler du Family Office, on est dans le 06. Il doit y avoir quelques grosses familles ici à Monaco que vous connaissez peut-être qui commencent à avoir une action, une activité auprès des startups. Alors oui, vous savez, c'est un métier qui est très confidentiel. Donc encore plus à Monaco, donc je pourrais pas vous donner de. Mais effectivement, il y a un écosystème family office qui est important à Monaco, qui est peut-être un peu différent parce que beaucoup d'investissements dans nos sociétés étrangères. On n'est pas vraiment sur le même la même façon de travailler entre nous en France et à Monaco. Mais il y a Très bien. effectivement beaucoup de family office et de mono family office. Merci Françoise et merci de nous donner envie d'en savoir un peu plus à chaque fois que vous venez au FinMed sur le Family Office. On vous retrouvera tout à l'heure pour une conclusion très certainement. Allez, on va parler de notre type de financement, on va parler de crowd investing. On va laisser la parole à Valeria Mazzucato. Valeria, bonsoir, vous êtes conseillère de financement, pardon, vous êtes conseillère entreprise à la CCI Nice Côte d'Azur. On va également laisser la parole avec vous à Victoria Groc, qui est chargée de financement et d'investissement sur une plateforme de We Do Good, qui est une plateforme de crowdfunding. Et puis on aura tout à l'heure Arnaud qui sera le témoin en quelque sorte de vos actions. Valéria, bonsoir. Pourquoi Bonsoir. d'abord parler de crowd investing ce soir? Pourquoi avoir souhaité en parler? Quelles sont les actions de la Chambre de commerce Nice Côte d'Azur sur ces sujets? Et finalement, permettez-moi la question tout à fait simple. Qu'est-ce que le crowd investing? Alors, tout d'abord, au sein de la CCI Nice Côte d'Azur, on accompagne les dirigeants d'entreprise dans le développement de leurs projets sur plusieurs volets, que ce soit le développement commercial, la stratégie, les financements, dont je suis en charge, et aussi dans les cas des entreprises en difficulté qui aujourd'hui, hélas, c'est un sujet d'actualité. Nous avons souhaité aborder le sujet de crowd investing justement parce qu'aujourd'hui les entreprises sont fortement endettées en tête et aussi ont une trésorerie assez fragilisée. Et il s'avère que les crowdfunding, qui est un outil déjà implanteur, peut être une bonne solution de financement pour les entreprises qui cherchent à développer leur activité. Je crois d'ailleurs que vous nous avez préparé quelques slides. On peut commencer à les voir. Ou vous souhaitez qu'on nous attend? Allô, allô? Oui, allô? Oui, vous l'entendez? Oui, tout à fait. Pardonnez-moi, on va pouvoir les avoir en PowerPoint. Je les ai passés hier. Voilà, pardonnez-moi, on va continuer. Un petit problème technique, on s'adapte, on est en direct. Donc, vous l'avez dit, le crowd investing, c'est un support de financement, un véhicule de financement de plus en plus utilisé. Il est, vous allez nous le montrer tout à l'heure, non dilutif, me semble-t-il. Pourquoi choisir le crowd equity, le crowd investing, par rapport à un autre support de financement aujourd'hui si je suis un entrepreneur du 06? Alors déjà, quelques éléments pour commencer. Effectivement, les crowdfunding aujourd'hui existent un don, un prêt et un capital. Ce sont des plateformes qui sont agréées pour collecter les fonds pour les entreprises vis-à-vis d'une communauté d'investisseurs particuliers. Good est aujourd'hui parmi nous, c'est notre partenaire pour ce qui concerne les crowd investing en royalty.
Alors, pour donner quelques éléments supplémentaires, dans le cas d'equity, aujourd'hui, il est possible de lever des fonds en capital avec les classiques ou aussi avec une participation sur le chiffre d'affaires. Alors, les avantages que présente et que Jessica va vous préciser assez prochainement, ce sont effectivement les faits que la participation sur les chiffres d'affaires est plus sûre d'un côté pour l'entreprise et de l'autre côté pour les investisseurs. Parce qu'effectivement, ça permet aux investisseurs de diversifier les placements de leur épargne en fléchant leur épargne justement sur des projets impact dans l'économie réelle. Donc, et les avantages pour les entreprises, ce sont justement la flexibilité que ça permet euh, pour diversifier les plans de financement et aussi en même temps allier cela avec une démarche marketing avec des bases qui sont liées pour la campagne. Ce sont des campagnes qui sont médiatisées et liées sur le web. Très bien, on vous entend de manière assez hachée. Peut-être qu'il faudrait que vous réduisiez le volume de votre micro ou de votre sortie sur votre ordinateur. Alors, Valérie Groc, pardon. Valérie Groc, vous êtes Victoria Groc, je cherchais votre prénom, pardonnez-moi. Vous êtes chargée de financement et investissement sur la plateforme We Do Good, une plateforme de crowd equity, de crowd investing, de crowdfunding. Merci d'être là ce soir avec nous. Alors, on l'a vu avec Valeria, nouveau support, en tout cas support qui revient un petit peu sur le devant de la scène. Pourquoi, parmi les divers types de crowd investing, choisit-on plutôt pour vous le crowd en royalty? Expliquez-nous les grandes différences. Oui, effectivement, il y a ces deux types. Donc, voilà, il y a le crowd equity et le crowd investing, qu'on distingue bien du coup du crowd equity, mais qui font tous deux partie de la catégorie crowdfunding, donc du financement participatif en général. En fait, il y a plusieurs différences à ça. Déjà, il y a la période. Pour une entreprise en equity, on va demander 2 voire 3 billions minimum. Tandis qu'en royalties, c'est un financement qui est accessible dès l'amorçage. En fait, il faut que la société soit créée. Et dès lors qu'elle est créée, on accompagne des entreprises qui sont en phase de pré-commercialisation ou tout début de commercialisation. Donc particulièrement adapté à nos startups, par exemple. Exactement, la plupart des entreprises qu'on accompagne, ce sont des startups, des entreprises qui ont tout juste un an ou un peu moins d'un an, qui sont en phase d'amorçage et qui ont besoin de cette première étape dans leur financement pour bénéficier de fonds propres. Parce que, en fait, ces deux types de financement, d'ailleurs, crowd equity et crowd investing en royalties, permettent d'augmenter les fonds propres, avec la différence qu'avec un royalty, vous ne diluez pas votre capital. En fait, vous gardez la main sur votre gouvernance et sur l'avancée de la société. Et puis, ça permet aussi d'éviter les coûts liés aux démarches administratives qui imposent une augmentation de capital. Donc là, en fait, la reprise de statut, les pactes associés, etc., ça n'a pas lieu via une campagne en royalties. D'accord, donc vous le disiez, c'est un investissement non dilutif, je crois que c'est un point extrêmement important. Comment on calcule le royalty? Expliquez-nous les grandes lignes de ce calcul. Alors, les royalties, en fait, c'est un remboursement, c'est vrai que je n'ai même pas donné la définition vraiment, c'est un remboursement des investisseurs qui va être indexé sur un pourcentage de votre chiffre d'affaires. Donc, l'idée, c'est que quand on reçoit des dossiers, nous, on vous demande votre besoin de financement, combien est-ce que vous souhaitez lever en royalties, et on prend votre prévisionnel sur les 5 ans, parce qu'on est sur des contrats de 5 ans. Et en fait, ça nous permet de calculer le pourcentage qu'il faudrait céder à vos investisseurs de manière à leur permettre de récupérer environ 2 fois la mise de départ sur 5 ans. 1 fois 2 sur 5 ans. C'est ça, c'est l'objectif. Par contre, ce ne sera pas l'engagement de l'entreprise. L'engagement, il portera sur le pourcentage. D'accord, si je suis un start-upper, souvent je n'ai pas ou que très peu de chiffre d'affaires et je m'engage sur 5 ans, comment ça se passe? C'est un prévisionnel? C'est ça, exactement. En fait, on se base sur le prévisionnel. C'est ça que ça sera très flexible parce que forcément, un prévisionnel, il n'est jamais respecté à la lettre. C'est pour ça que votre engagement, il portera bien sur le pourcentage que vous avez fait ensemble, sur la base de votre prévisionnel.
Et donc, si vous réalisez moins que votre prévisionnel, vous rembourserez moins. Si vous réalisez plus, vous rembourserez plus. Mais ça restera toujours très flexible et surtout dans une optique de gagnant-gagnant. Parce qu'en fait, vos investisseurs, ils sont intéressés à votre chiffre d'affaires. Et donc, plus vous faites de chiffre d'affaires, plus ils seront remboursés. D'accord. Donc, ils sont... Et pardonnez-moi, vous travaillez, je suppose, en étroite collaboration avec Valéria et ses équipes à la Chambre de commerce de Nice-Côte d'Azur. C'est bien ça? Vous avez l'habitude de travailler ensemble? Vous avez déjà accompagné des entreprises de ce territoire? Alors, des entreprises de votre territoire, oui, j'ai pas tous les projets en tête. Je sais pas si Valéria, vous pouvez si vous avez des Valéria? exemples. Valéria, est-ce que vous avez dans votre environnement client, chambre de commerce, des entreprises qui ont levé récemment en royalties? Alors, Monsieur Delcasse de Radigo est là justement pour Oui. témoigner à ce sujet. Effectivement, Radigo était un des pionniers dans ces levées de fonds qui a été fait déjà, corrigez-moi si c'est pas correct, mais en 2007. On va lui donner la parole d'ailleurs. Vous avez raison, c'est une très bonne introduction pour le témoignage d'Arnaud. Arnaud, bonsoir. Arnaud Delcasse, Bonsoir. vous êtes le dirigeant de Ridigo. Ridigo, c'est du covoiturage, mais du covoiturage un peu particulier. D'abord, pitchez-nous Ridigo. Ridigo, nous, l'idée autour de Ridigo, c'est de répondre aux enjeux à la fois environnementaux et sociaux de la mobilité du quotidien. Avec les enjeux environnementaux, on les connaît, mais il y a énormément également de problèmes sociaux, avec 50% de personnes en insertion qui refusent des emplois à cause de problèmes de déplacement. On le voit aujourd'hui avec le confinement qu'il y a eu sur l'isolement des personnes âgées. Donc nous, on travaille sur des solutions pour répondre à ces enjeux-là à travers le covoiturage et plus globalement la mobilité durable et solidaire. Et Ridigo est une application qui permet de répondre à ça. Et on travaille surtout, nous, avec des employeurs pour développer le covoiturage en entreprise, avec des collectivités territoriales sur des projets sur les territoires et avec des acteurs de l'insertion sociale, par exemple avec Pôle emploi pour contribuer à la levée des freins à l'emploi liés à la mobilité. Donc, d'accord, plutôt un modèle non pas B2C, mais je n'ose pas dire B2B, en tout cas avec des intermédiaires publics qui permettent de donner l'accès au covoiturage via votre application Ridigo. C'est bien cela? Tout à fait, c'est ça. Alors, vous avez choisi, Arnaud, d'utiliser le crowd investing en royalty il y a quelque temps. C'est bien ça? Pourquoi? Comment? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Alors nous déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est une forme d'entreprise particulière. On est dans l'économie sociale et solidaire. Surtout, on est une entreprise coopérative. Donc une entreprise coopérative, c'est une entreprise, on est une SCOP, donc qui est détenue majoritairement par ses salariés, dans laquelle l'investissement en capital n'est pas forcément très intéressant puisqu'il y a une lucrativité limitée, il y a une limitation de la revalorisation des parts sociales à la revente, donc c'est pas intéressant pour un investisseur d'investir en capital. Et nous, c'est pas notre projet et on ne se reconnaît pas dans je vais un peu caricaturer, mais la startup nation spéculative. Nous, on n'est pas trop dans ce modèle-là, et notre objectif, c'est de faire de l'impact avec une gouvernance qui prend en compte les notions d'intérêt collectif et d'intérêt général sur les territoires sur lesquels nous travaillons. Donc l'investissement en capital chez nous était impossible, à la fois parce que c'est pas intéressant pour les investisseurs du fait de notre cadre juridique et parce que ça ne nous intéresse pas de diluer le capital avec des investisseurs extérieurs. Et donc on s'est tourné vers We Do Good, qui était une solution intéressante qui permettait de faire de l'investissement sans diluer le capital de l'entreprise, avec une rémunération proportionnelle au chiffre d'affaires qui était généré par la coopérative au fur et à mesure. Sachant qu'il y a d'autres moyens d'investir dans une coopérative aujourd'hui, par exemple des titres participatifs qui sont des titres indexés pendant 7 ans, qui permettent de faire du quasi fonds propre de manière assez simple et qui sont plutôt des bons véhicules d'investissement. Nous, on était au début de notre phase. On était en phase d'amorçage à l'époque. En 2016, on s'est créé en 2015, mais on était tout jeune. Donc, l'investissement en royalties par We Do Good était aussi quelque chose qui était plus accessible que d'autres véhicules du type titre participatif, qui sont plus lourds à mettre en place, avec des fonds d'investissement peut-être un peu plus importants. Merci. Et c'était en 2017, je crois, c'est cela? C'était dans 2016.
en 2016, donc on est presque aux 5 ans. Hein. Comment ça se passe par rapport Nous, on s'est aux créé en engagements 2015, donc on a 5 ans. Vous avez 5 ans. Alors comment ça se passe par rapport à la promesse? Alors la promesse, du coup, notre business plan à l'époque était un peu surévalué. Donc effectivement, à ce jour, on a remboursé moins que prévu. Par contre, on a un engagement contractuel à 6 ou 5 ans, on n'a pas atteint le remboursement intégral des investissements. On reste redevable jusqu'à avoir atteint au moins le remboursement de ce qui a été fait. Et il me semble qu'il y a également une limitation sur le remboursement pour ceux qui font des chiffres d'affaires plus élevés. Alors je sais pas si c'est toujours le cas chez We Do Good maintenant, mais en tout cas il y a un plafond maximal également de remboursement. Donc il y a à la fois des planchers pour garantir que l'investissement, si l'entreprise ne meurt pas, puisse au moins être remboursé, et un plafond qui permet de ne pas pour l'entreprise dépenser trop. Mais ça il faut demander à la personne de We Do Good si c'est toujours le cas aujourd'hui. Et voilà. On va demander à Victoria, mais en conclusion, Arnaud, en un mot, si vous deviez dire à un start-upper ou à un entrepreneur demain les raisons pour lesquelles il faut qu'il fasse du crowd en royalty, qu'est-ce que vous lui diriez? Alors moi, je lui dirais déjà faites des coopératives, et ensuite, du coup, les royalties sont un moyen intéressant de lever des fonds sans diluer son capital et sans rentrer dans des logiques spéculatives qui me semblent absurdes, et pas forcément un modèle d'entreprise pérenne. C'est en relation avec justement l'émergence des fonds ESS de l'économie sociale et solidaire que nous voyons arriver sur le marché aujourd'hui. Merci pour ce témoignage. En tout cas, on reviendra, Valéria et Victoria, sur un mot de conclusion tout à l'heure. Je voudrais laisser la parole à Pierre Grand-Dufay. Pierre, bonsoir. Vous êtes le président de Tertium. Tertium, c'est un fonds d'investissement que vous allez nous présenter. Je l'ai dit aussi, vous êtes actif auprès de France Invest. Vous êtes un spécialiste de la transformation digitale de nos entreprises et de l'IA. Alors Pierre, bonsoir. En quelques mots, Tertium, tout d'abord, vous nous le présentez? Oui, Tertium, c'est un fonds d'investissement qui est un fonds d'entrepreneurs. Un fonds d'entrepreneurs, ça veut dire que la majorité de nos souscripteurs sont des chefs d'entreprise. Un fonds d'investissement, ça consiste à aller chercher d'un côté des fonds à investir et de l'autre de les investir dans des PME pour ce qui nous concerne régional. Et on a fait le choix de bâtir un fonds d'investissement parce qu'on considère que l'apport des entrepreneurs, des chefs d'entreprise ou des anciens chefs d'entreprise dans la décision d'investissement et dans le suivi des participations est essentiel. Et donc on est dans une logique financière, mais surtout dans une logique entrepreneuriale. Et donc les choix qui sont portés vers nos entreprises sont des choix qui sont faits par des gens qui connaissent extrêmement bien ce monde-là et donc qui sont plus à même à la fois de prendre les bonnes décisions, mais surtout de bien suivre les participations. Alors Tertium, c'est un fonds qui est un fonds régional, c'est-à-dire qu'il investit dans le grand sud de la France, on va dire, et qui est un fonds qui investit des tickets moyens de entre 1 et 7 millions par dossier dans des PME régionales et qui les accompagne pendant 4, 5, 6 ans, comme tous les fonds, et qui leur apporte toute sa valeur ajoutée. Et donc tous les chefs d'entreprise. Premier tour et deuxième tour en capital développement? En capital développement, en capital transmission, et pour une partie plus restreinte, en capital innovation. On a une poche de capital innovation, c'est-à-dire d'entreprises qui sont plus jeunes, qu'on accompagne, mais c'est pas l'essentiel de notre activité. L'essentiel est tourné vers des PME un peu plus importantes qui ont des besoins de financement, de la croissance, de l'investissement, d'acquisition, de nouvelles implantations, de transformation, et c'est comme dans ces contextes-là qu'on les accompagne. Et on est très orienté vers l'impact investing. C'est-à-dire que notre métier, c'est de produire du rendement pour nos actionnaires, mais en faisant du bien aux écosystèmes, en faisant du bien à l'environnement, et c'est ce qui nous pousse à choisir des entreprises qui ont un impact très positif sur leur environnement. C'est ce qu'on a fait notamment en investissant dans Ideol, qui est une entreprise qui conçoit des éoliennes flottantes, qui était une petite entreprise et qui est en passe de devenir un petit leader mondial sur son secteur. C'est ce qu'on a fait en investissant dans une chaîne de magasins bio. C'est ce qu'on a fait aussi en investissant dans une société qui s'appelle Waga Energy et qui récupère les gaz des décharges pour en faire du biogaz propre qui retourne dans les réseaux. Enfin, on est très tourné vers l'impact investing parce qu'on considère évidemment que la finance pour la finance, ça suffit pas. Il faut aussi faire du bien à l'environnement et c'est ce qu'on fait.
Donc, merci de le proposer finalement à nos startups qui sont dans ces sujets-là. Ils vous entendront avec intérêt. Alors, vous êtes, je l'ai dit, aussi un spécialiste de la digitalisation de nos entreprises. On l'a vu tout à l'heure avec le Family Office, avec Victoria et Valéria. On l'a vu aussi sur l'émergence du crowd investing qui vient finalement financer une partie de nos entreprises et pas simplement celle de l'ESS. Mais il y a aussi le sujet de la digitalisation, parce que finalement, la période que nous vivons, encore plus aujourd'hui de manière exacerbée avec cette crise, nous autorise à penser qu'il faut absolument se transformer, se digitaliser. Quelques mots là-dessus, Pierre. Pour vous, le rôle de la digitalisation de nos entreprises au moment où nous parlons après cette crise si inhabituelle? Oui, alors si vous permettez d'abord un mot sur ce que j'ai entendu, parce que tout ça est très très intéressant avec des prismes très différents. D'abord, les family office jouent un rôle extrêmement important dans notre économie, et plus ils investiront dans les entreprises, et mieux notre économie se portera. J'en profite pour dire que s'ils investissent dans les fonds, c'est encore mieux, mais ils peuvent le faire directement dans les entreprises. Le message est passé. Voilà, et ces gens-là ont une philosophie de durée très longue, de consolidation des entreprises qui est extrêmement saine et extrêmement utile pour les entreprises. Ensuite, pour ce qui concerne ce que j'ai entendu pour l'ESS, je considère que l'ESS est une voie de développement extrêmement importante pour la France. Moi, j'y crois énormément, et d'ailleurs, quand j'étais élu à la région il n'y a pas si longtemps, j'ai participé à l'émergence ou la réflexion pour la création d'un fonds ESS, sachant que l'ESS n'a d'avenir que dans la mesure où elle a un modèle économique pérenne malgré tout, mais je considère que c'est extrêmement intéressant et qu'il faut plus investir dans ces secteurs-là. Et enfin, le crowd, d'une façon générale, le crowdfunding, le crowdsourcing, etc., c'est très intéressant parce qu'il faut élargir la base des souscripteurs pour l'entreprise, et donc plus ils seront nombreux, et plus notre économie en profitera. Donc tout ça est très intéressant, et je crois que chacun on est à un maillon différent de cette chaîne qui est importante, et on doit chacun jouer notre rôle. Alors pour ce qui concerne la digitalisation, on avait parlé de révolution numérique, de virage digital, et puis tout ça traînait, et le Covid a fait en sorte que ça se mette en place immédiatement et brutalement. Et aujourd'hui, une entreprise qui n'est pas digitalisée ou qui n'a pas commencé sa mutation en digital, elle n'a pas d'avenir. Elle ne pourra pas perdurer. Parce que les deux mots-clés aujourd'hui pour durer, c'est digitalisation et agilité. C'est-à-dire qu'avec ces coups d'accordéon, de ralentissement, d'accélération, je vous rappelle par parenthèse que si on fait une comparaison avec les autres pandémies de notre histoire, si on n'en prend qu'une par exemple, la grippe espagnole, il y a eu 4 ou 5 déconfinements pendant 2 ans. Et donc ça crée des à-coups terribles pour l'entreprise qui doit s'adapter, puis se redévelopper, se redéployer, puis réduire ses effectifs. Et donc là, si elle n'est pas agile, elle ne peut pas résister à ces crises-là. Et j'en profite pour dire aussi que dans la crise qu'on a traversée, les entreprises qui ont le mieux résisté, celles qui résisteront le mieux, qui passeront le mieux cette crise, et qui en tireront peut-être profit, sont les entreprises qui sont accompagnées par des fonds. Parce que les fonds, ils apportent de l'argent, évidemment, mais pas seulement, et ils apportent surtout de la compétence, ils apportent une augmentation du niveau de la gouvernance de l'entreprise en étant des associés avec des intérêts alignés pendant des années. Ils apportent leur cumul d'expérience qu'ils ont vécu dans d'autres entreprises. Ils apportent énormément de choses, et donc ces entreprises sont bien plus solides. Et donc la digitalisation aujourd'hui, ça devient, c'est plus une option, c'est une nécessité absolue. Et je me réjouis de voir l'émergence de toutes ces startups qui ont des idées extrêmement intéressantes, extrêmement innovantes, qui vont être utilisées par des grands groupes pour leur permettre de faire leur mutation et de résister à ces crises. Je vais prendre un seul exemple. Je vous pose la question. Quel est le principal concurrent de la SNCF aujourd'hui? C'est à moi que vous la posez, Pierre? À vous, à tout le monde. Dites-moi quel est le principal concurrent de la SNCF. Eh bien, moi j'ai envie de dire, Arnaud, pardon, Blablacar. Eh bien, le principal concurrent de la SNCF aujourd'hui, c'est Zoom. C'est pas faux. Et qui aurait pensé que pour une entreprise de transport aussi importante, il fallait investir dans un outil digital? C'est la même histoire que Kodak avec Instagram. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on devrait, en tant on prend tous le train très régulièrement, on va à Paris évidemment, on est encore dans un pays très centralisé, on aurait dû recevoir un mail de la SNCF en disant vous ne pouvez pas vous déplacer parce que la crise, etc. Nous vous proposons le système SNCF visioconférence dans des conditions particulières parce que vous êtes un usager, comme ils disent, de la SNCF, etc. Mais pas du tout. Ils ne sont pas rentrés sur ce marché. Ça veut dire l'incapacité des grandes entreprises à identifier les voies de diversification, de développement et de résistance
dans ce monde très digitalisé. Et les exemples sont extrêmement nombreux. Il n'y a pas que la SNCF et Zoom. Je caricature en disant Zoom. C'est pas Zoom, c'est Teams, c'est Google, etc. C'est Skype, c'est toutes ces plateformes digitalisées qui, par parenthèse, sont toutes américaines. Il n'y a pas une française. Mais donc, il y avait là un vecteur de croissance. Il y avait une capacité de capitaliser sur la clientèle gigantesque de la SNCF sur des nouveaux produits digitalisés. Ça n'a pas été fait. Et la majorité des entreprises ne le font pas. Et l'urgence, elle est là. Et comment on fait, Pierre? Comment on avance? Comment on finance tout ça? Ben, on finance avec des fonds propres. Parce qu'on est dans une situation où aujourd'hui les entreprises n'ont aucune difficulté de trésorerie, évidemment. Il y a eu un report d'échéance, il y a eu une prise en charge des coûts salariaux, et puis il y a eu la possibilité d'avoir accès à ce fameux PGE dont il est disponible pour 300 milliards, il a été utilisé pour 100 milliards, il reste 200 milliards disponibles, à un coût quasiment zéro. Et là, on envisage de le remplacer par un PPSE, un prêt participatif avec soutien de l'État. Donc, rajouter des dettes à des dettes à des dettes à des dettes. Et donc, on arrive à 2000 milliards de dettes pour les entreprises privées françaises. Mais c'est de la folie. Parce que financer de l'investissement, de la digitalisation, de la transformation avec des dettes, c'est pas raisonnable. Parce que les dettes, même si on les reporte, il faut les payer, il faut les rembourser. Et puis, elles abîment le bilan. Et il faut être tranquille financièrement pour les financer. Et la seule façon de le faire, c'est des fonds propres. Et les fonds propres, c'est des fonds. Alors, les fonds sous toutes leurs formes, c'est pas forcément des fonds de capital investissement comme les nôtres. Toutes les formes, mais il faut des fonds propres. Et les entrepreneurs quelques-uns sont inquiets à l'idée d'être dilués, de voir arriver des investisseurs dans leur capital. Mais moi, avant d'être président de fonds d'investissement, j'étais président d'entreprise. J'étais associé avec des fonds. Et c'est grâce à ces fonds que les entreprises se sont considérablement développées, qu'elles ont pris de la valeur. Et la part résiduelle qui me restait au capital, elle avait plus de valeur que la part totale que j'avais avant qu'ils rentrent. Donc c'est une fausse idée. Pardon de vous interrompre. Est-ce que vous constatez, Pierre, qu'après cette crise, les entreprises accompagnées par des fonds s'en sortent mieux que les autres? À l'évidence. Parce que la crise, elle fait des gagnants et des perdants. En l'occurrence, les perdants, on ne les connaît pas encore aujourd'hui très bien. Mais c'est surtout les petits. Malheureusement, c'est toujours les plus faibles qui souffrent dans ces périodes-là. Et les entreprises qui ont des fonds à leur capital, elles ont une capacité d'acquisition qui est démultipliée. Et elles ont une connaissance de l'acquisition grâce à ces fonds qui est importante. Et donc elles ont une gouvernance qui est plus solide. Elles sont plus solides en termes de RSE, elles sont plus solides en termes de connaissance des nouvelles pratiques, et puis elles ont une capacité d'investissement et d'acquisition plus importante. Donc toutes ces raisons font qu'elles sont bien plus solides, évidemment. Vous le et d'ailleurs aussi. Pardon, allez-y, je vous en prie. Pardon. Non, je vous en prie. Non, vous le constatez aussi auprès des entreprises que vous accompagnez avec Tertium. Ça veut dire que le fonds qui est au capital d'une entreprise aujourd'hui, il l'accompagne un peu plus, il remet un petit peu au pot, pardon de l'expression, je la mets entre guillemets, il est vigilant et il assure la gestion des fonds propres de son entreprise? Oui. Si nécessaire, il remet sans diluer pour ne pas profiter de la situation qu'on subit tous. Donc oui, évidemment qu'il accompagne. Et puis, les projets d'acquisition, de développement de ces entreprises arrivent et on les finance. Donc oui, bien sûr. Pour vous, Pierre, on ajoute de la dette à la dette et on sait bien que le mur de trésorerie, c'est comme ça qu'on l'appelle au mois d'avril, lorsqu'on va devoir rembourser les PGE, arrive et ça va être sans doute très compliqué puisqu'on a rajouté de la dette à la dette. Et comment on va faire? Il va falloir... Alors le PGE, on nous dit que vous allez pouvoir l'amortir sur 5 ans. Bon, très bien, mais ça fait une dette quand même. Elle est dans votre bilan, cette dette. Bien sûr. Mais dans cette situation, il faut financer le redémarrage. Les stocks ont été vidés, évidemment, parce qu'on n'a plus commandé. On n'a plus stocké, puisqu'il n'y avait pas de commande. On a utilisé des stocks qui existaient. Il faut restocker. Il faut financer la croissance, donc il faut financer le BFR. Il faut financer la mutation de l'entreprise. Évidemment, elle a bougé dans la crise. Et vous avez une dette supplémentaire. Moi, je ne sais pas comment elles vont faire. Donc l'avenir passe par les fonds, par le private equity et les fonds, Pierre. L'avenir passe par les fonds propres. L'avenir passe par les fonds propres. Mais merci de cette, hélas, trop rapide de cette vision que vous nous apportez. Elle est très, très intéressante. Je rappelle, avant que je ne demande de conclure à tous nos intervenants, je rappelle, Pierre, que vous êtes aussi un romancier et qu'on va pouvoir lire votre deuxième roman dans quelques temps. On a le titre ou pas? Alors, moi, j'écris des romans d'anticipation, c'est-à-dire des romans qui se passent dans l'avenir et puis j'essaye de montrer ma vision de l'avenir. Donc, c'est une sorte de projection et... c'est une projection qui est toujours très optimiste, voilà, parce que je crois à la vertu de l'optimisme,
Et le second roman, celui qui va sortir à l'automne, traite de... je vous verrai, je vous le dirai, vous verrez. Très Mais bien. d'une grosse innovation. On aura peut-être un scoop au Filmed Provence le 7 octobre prochain. Merci en tout cas d'avoir été là, Pierre. Alors, on refait un rapide tour d'écran en guise de conclusion. Françoise, vous avez écouté ce que disaient Valéria, Victoria, Arnaud et Pierre. Finalement, on a devant nous différents acteurs du financement du private equity, différents supports. Le Family Office y a toute sa place. Comment mieux faire connaître le Family Office aujourd'hui? Comment plus acculturer notre territoire au Family Office au-delà de votre présence au FilmEd, évidemment? Écoutez, comment mieux faire connaître? Donc dans la région, je fais ce que je peux, donc j'en parle beaucoup, j'interviens un petit peu partout, mais dans un forum sur l'innovation, donc il n'y a que le FilmEd qui pense à inviter le Family Office, donc merci beaucoup. Et puis il faut que les sociétés, je pense qu'à de plus en plus, la presse en parle de plus en plus, donc je pense que les sociétés qui chargent des fonds connaissent quand même bien, de mieux en mieux l'existence du Family Office. La difficulté est d'arriver à contacter un family office. Donc, il faut effectivement participer à des forums comme celui-là. Il faut, si possible, participer à des prix, s'inscrire. Voilà, c'est comme ça que vont chercher les family office. Par exemple, à Las Vegas, il y a quelques family office qui vont à Las Vegas pour aller chercher des entreprises dans lesquelles elles pourraient investir. Et puis, voilà, il faut faire attention que les mono family office et les family office n'investissent pas forcément non plus. Il faut pas être déçu après, mais en création ni en première levée, mais beaucoup quand même en capital développement. Voilà ce que je peux vous dire. Et puis moi, je peux rester à disposition de ceux qui veulent pour essayer d'aider, de donner plus d'informations. Je remercie Pierre sur son intervention sur effectivement l'importance du family office dans l'économie. C'est les 23% investis par les familles dans le private equity, donc montre que on peut arriver encore à avoir encore plus d'investissement dans les entreprises par les familles. Merci Françoise. Valéria Mazzucato, Victoria Groc, en quelques mots de conclusion. Évidemment, on n'a pas pu rentrer dans le détail de ce que vous proposez et chacun pourra vous contacter pour avoir plus de détails sur vos actions en matière de crowd investing et notamment en royalty. Quelques mots, Valéria, pour la Chambre de commerce Nice-Côte d'Azur. Valéria Mazzucato, quelle est votre vision aujourd'hui? Quelles sont les priorités de la Chambre de commerce sur ce rebond dont on a parlé tout à l'heure? Oui, effectivement, pour reprendre ce que vous avez cité tout à l'heure, aujourd'hui, il n'y a pas que de la dette pour financer l'innovation. Donc, il y a tout un panel de dispositifs qui existent, heureusement. Et nous sommes aux écoutes des dirigeants, justement, pour les aider à monter les plans de financement les plus adaptés, que ce soit par le biais des appels à projets thématiques, des avances remboursables, notamment crypto zéro, les subventions, les quasi-fonds propres, les prêts participatifs, etc. Donc voilà, pour se retrouver dans ce labyrinthe, dans la recherche du bon financement pour l'innovation, nous restons à votre écoute avec plaisir. Merci Valéria. Victoria Groc pour We Do Good, cette plateforme dont on a parlé tout à l'heure et auquel Arnaud Delcas a fait appel. Quelques mots sur votre actualité, peut-être votre vision des quelques mois à venir. Là, on a fêté il y a très peu de temps, juste après le confinement, le 100e projet à financer. On a vu un beau rebond des investissements avec la reprise, donc on espère que ça va continuer comme ça. C'est des statistiques qu'on suit régulièrement et que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur le site parce qu'on essaie d'être le plus transparent possible. Et au final, c'est plutôt bon signe. Ça veut peut-être dire que le financement alternatif et l'investissement surtout alternatif attire de plus en plus et que c'est des projets comme ceux qu'on essaie à qui on essaie de permettre. On n'arrive plus à entendre. On vous a perdu un tout petit moment, Victoria. Vous êtes là? Vous êtes là? Allô? Oui, moi, en tout cas, oui, pardon, on vous a perdu pour les quelques mots que vous disiez en conclusion. Alors, vous parliez de 100 dossiers. En combien de temps? C'est ça. Du coup, l'entreprise existe depuis 5 ans et on vient de fêter le 100e projet financé.
Allez, à bientôt pour le 200e. Arnaud, avant de laisser la parole de conclusion à Pierre, Arnaud Delcas, Raidigo, vos déploiements, votre vision, on est dans le business plan, à peu près dans le business plan de départ. Comment vous voyez les choses? Est-ce que les institutions, les acteurs publics qui sont finalement vos intermédiaires, vos clients, commencent à pressentir que c'est important d'avoir une démarche sociale et solidaire en matière de transport? Alors nous, on travaille à la fois avec des acteurs privés et des acteurs publics, puisqu'on travaille avec des entreprises, on travaille avec des collectivités territoriales ou des acteurs de l'insertion sociale. C'est vrai qu'on est sur un secteur qui est en fort développement. On parle beaucoup de mobilité comme un service, de mobility as a service, de choses comme ça aujourd'hui, et c'est un secteur qui est en profonde mutation. Nous, ce qu'on essaie d'apporter là-dedans, c'est une vision sociale et solidaire, et également une vision coopérative, parce que nous on croit beaucoup à la gouvernance coopérative, à l'implication des parties prenantes dans la gouvernance des projets, parce que c'est comme ça qu'on répond aux enjeux d'intérêt collectif sur les territoires, et nous c'est ce qu'on essaie de mettre en avant, et les solutions qu'on propose, elles ont vocation à être les plus inclusives possibles, y compris dans la gouvernance des projets qu'on développe. Nous c'est vraiment ça l'objectif, et on voit qu'il y a de bons retours autour de cette vision-là, de la part des différents acteurs avec lesquels on travaille, y compris les acteurs privés comme publics. Merci Arnaud, et bonne route à Raidigo, si vous m'autorisez le mot. Pierre, quelques mots de conclusion. Merci encore une fois pour cette vision optimiste, finalement. Et puis rendez-vous pour le titre du deuxième roman. Quelques mots de conclusion sur la vision du président de Tertium que vous êtes. Est-ce qu'il y a un mouvement aujourd'hui de demande de fonds? Est-ce qu'il y a un nombre de dossiers qui augmente en matière de financement par Tertium? Non, pas encore. Parce que le moment n'est pas encore venu de recourir à des fonds propres pour passer les étapes que les entreprises doivent franchir suite à cette crise. Pour l'instant, elles ont paré au plus pressé. Elles ont essayé de limiter la casse, et puis il va falloir repartir, redémarrer. On nous prévoit 11% de croissance du PIB en 2021, donc il va falloir financer la croissance. Et c'est à ce moment-là que je pense les dossiers afflueront en grand nombre. Moi, ce que je voudrais dire simplement, c'est je voudrais vous féliciter pour l'organisation de cette manifestation, et je voudrais que vous puissiez les multiplier et inciter vos confrères à le faire aussi, parce que c'est la seule façon de porter et de prêcher la bonne parole auprès des financeurs et des chefs d'entreprise et des investisseurs, parce que la richesse d'un pays, c'est la richesse cumulée de la création de ces projets et de ces entreprises. Et c'est donc à travers cette vulgarisation de nos métiers, des uns et des autres, tout ce qu'on a entendu ce soir, que tout le monde comprend que la création est possible, que le financement est assez accessible en France aujourd'hui, à travers les différentes parties que vous avez interviewées. Et donc je vous félicite de cette initiative, et je voudrais qu'il y en ait plus comme ça. Voilà. Merci Pierre, merci à toutes et à tous pour votre présence ce soir pour cette conférence dans le cadre du FeedMed Riviera 2020. Bonne fin de soirée, et chers amis, dans quelques instants pour notre conférence suivante qui va parler de rebond par l'innovation. Merci et bonsoir.